Et il est 14 h, bienvenue sur France 24. Dans l'actualité de ce jeudi, faut-il rendre la vaccination obligatoire? L'Allemagne y pense alors que le variant Omicron fait le tour du monde. Premier cas détecté en Californie mais aussi en Île-de-France. Échange tendu entre Blinken et Lavrov ce jeudi. Américains et Russes s'opposent sur l'Ukraine. Kiev craint une nouvelle invasion. Les deux parties toutefois misent sur la diplomatie. On en parle avec notre invité Yves Doutrio, ancien ambassadeur à l'OSCE et aujourd'hui professeur de géopolitique à Paris-Dauphine. Bonjour monsieur. Bonjour. Et puis le choix des Républicains, le premier tour est terminé. On attend les résultats. Près de 80% des adhérents ont voté. 5 candidats sont en lice pour cette primaire. C'est le variant que l'on craignait. Le président du conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, s'inquiète à son tour du mutant Omicron. Mauvaise nouvelle, un premier cas a été détecté en Île-de-France. Mais pour l'instant, c'est le variant Delta qui est derrière la 5e vague ici en France. Le plan blanc a été réactivé dans les principaux hôpitaux de l'Est. Et à Paris, les soignants sont déjà débordés. Reportage à la Pitié-Salpêtrière avec Benoît Véran. La pression monte à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. La 5e vague arrive de plein fouet. Depuis le début de la semaine, les cas de Covid sont en augmentation. Dès mardi, la moitié des 12 lits de ce service étaient occupés par de nouveaux patients infectés. On sent vraiment la venue de cette 5e vague. C'est difficile, ça nous renvoie à des souvenirs pénibles. Les conditions de travail commencent à devenir difficiles à cause de l'afflux de malades. Parmi les nouveaux patients, une majorité de personnes non vaccinés. C'est essentiellement des patients non vaccinés, qui se partagent en deux parties, des patients qui n'ont pas eu accès au vaccin parce que très défavorisés, ne maîtrisant pas la langue française, donc ceux qu'on n'est pas allé chercher pour les vacciner. Et puis après, on n'allait pas vacciner, mais parce qu'ils ne voulaient pas se vacciner, parce qu'ils étaient contre le vaccin et qui se retrouvent en réanimation. Au niveau national, le nombre de malades du Covid en soins critiques approche les 1900. Les soignants se préparent psychologiquement à vivre des moments difficiles et parfois c'est l'incompréhension de la part du personnel. Disons qu'on ne comprend pas trop parce qu'avec tout ce qui se passe, on se demande encore pourquoi il y a des gens qui ne se vaccinent pas. Donc voilà, mais j'ai toujours le même... je ne change pas ma façon de faire avec quelqu'un de vacciné ou pas. Il est là, il faut le soigner. À l'approche des fêtes de fin d'année, le personnel soignant redoute l'arrivée en plus d'une épidémie de grippe. La situation deviendrait alors critique. Voilà, sans compter donc l'apparition d'Omicron, on en parlait, les Américains ont durci leurs mesures aux frontières. Tous les voyageurs entrant sur le territoire devront être vaccinés, bien sûr, mais aussi présenter un test négatif réalisé dans la journée qui précède le départ. Un premier cas a été détecté en Californie. Marc Pope. C'était un scénario prévisible. Voilà comment les autorités californiennes présentent la détection d'un cas du nouveau variant sur le sol américain. Le patient est un homme vacciné qui revenait d'Afrique du Sud. Les autorités se veulent rassurantes. We knew that Omicron was going to be here. We thought it was already here. We just hadn't detected it yet. So this is cause for concern. But it is also certainly not a cause for us to panic. We are prepared here in the city for this. Les États-Unis envisagent d'imposer des conditions de test plus strictes pour les voyageurs à l'arrivée. En Corée du Sud, où 5 cas ont été détectés, une quarantaine est mise en place pour les voyageurs étrangers. Le pays est confronté à une nouvelle vague de contamination. 단계적 일상 회복에 들어선 지 한 달이 지난 어제 국내에서 5,000명이 넘는 확진자가 발생하였고 위중증 환자도 700명을 넘어서고 있습니다. Selon l'ONU et l'Organisation mondiale de la santé, ces fermetures de frontières sont inefficaces et stigmatisantes pour les pays concernés, comme l'Afrique du Sud, où le nouveau variant a été identifié en premier. This is a very strong appeal that I launch, appeal to common sense. We have the instruments to have safe travel. Let's use those instruments to avoid this kind of, allow me to say, travel apartheid. À Pretoria, les autorités décrivent une propagation exponentielle du virus ces dernières semaines. Le variant Omicron, très contagieux, serait même déjà devenu majoritaire dans le pays.
Et dans ce contexte, une question se pose, faut-il rendre le vaccin obligatoire ? La mesure pourrait être imposée en Allemagne l'an prochain. Les autorités préparent les esprits. Avant cela, elles doivent annoncer un nouveau tour de vis ce jeudi. À Berlin, Anne Maillet. En Allemagne, le taux de vaccination dépasse à peine les 68%. Donc, dans un premier temps, le nouveau gouvernement allemand qui va entrer en fonction la semaine prochaine prévoit 30 millions de vaccinations initiales, secondaires et de rappel d'ici à Noël pour augmenter la couverture vaccinale de la population. Les pharmaciens devraient être appelés à participer à cette campagne de vaccination, ce qui, contrairement à la France, n'était pas le cas jusqu'ici en Allemagne. Et puis, au-delà de cette campagne de vaccination renforcée, une vaccination obligatoire doit effectivement faire rapidement l'objet de débats au Parlement. Alors c'est un sujet très sensible en Allemagne. Rappelons qu'il s'agit d'un pays qui a fait l'expérience de 2 dictatures au XXe siècle. Et en RDA, par exemple, l'ex-Allemagne de l'Est, plusieurs vaccins étaient obligatoires pour étudier, pour pratiquer certains métiers. Et c'est justement dans ces régions d'ex-Allemagne de l'Est que le rejet de la vaccination est particulièrement fort. Reste que les sondages effectués ces derniers jours en Allemagne montrent qu'environ 2/3 des personnes interrogées se montrent désormais favorables à la vaccination obligatoire contre le Covid. Ce n'était pas du tout les mêmes chiffres il y a encore un an. Celle-ci pourrait entrer en vigueur dès le mois de février, selon le futur chancelier Olaf Scholz. On attend donc les mesures annoncées en Allemagne. Image en direct, puisque le pape François vient de poser le pied à Chypre. Décidément, ce pape est très attaché à la Méditerranée, après Lampedusa, la Turquie, l'Égypte. Il est donc à Chypre ce jeudi avant la Grèce demain. Principal message délivré, un soutien aux migrants qui continuent de fuir leur pays pour l'Europe. Et j'ajoute que François a accepté ce jeudi la démission de l'archevêque de Paris. La presse lui prêtait une relation avec une femme, ce qu'il dément. C'est un dialogue de sourds qui perdure depuis 7 ans. L'Ukraine et la Russie s'accusent mutuellement de tensions et de violences. Nouvelle poussée de fièvre cette semaine. Kiev estime que plus de 100 000 Russes sont massés à sa frontière. Voilà pour le constat. La solution passe pour l'instant par la diplomatie. Vous le voyez, une rencontre a eu lieu ce jeudi entre l'Américain Anthony Blinken et le Russe Sergei Lavrov. On les écoute. Nous sommes prêts à aller de l'avant pour régler la crise ukrainienne. Et nos collègues américains ont répété à plusieurs occasions qu'ils étaient prêts à nous aider à y parvenir. Le meilleur moyen d'éviter une crise, c'est la diplomatie. Et c'est pourquoi j'ai hâte de discuter avec Sergueï. Mais, pour être clair et honnête, ce qui est le mieux à faire, si la Russie décide de poursuivre la confrontation, il y aura de graves conséquences. Avec nous en plateau, Yves Doutrio, bonjour, merci d'être sur France 24. Vous êtes ancien porte-parole adjoint du Quai d'Orsay, ancien ambassadeur à l'OSCE et aujourd'hui professeur de géopolitique à Paris-Dauphine. L'échange a été musclé, nous dit l'agence France-Presse, entre Sergei Lavrov et Anthony Blinken, mais ce qui revient, c'est ce besoin de diplomatie. Je crois que derrière tout ça, les Russes, avec ces mouvements militaires, veulent exercer une pression. Et ils estiment que peut-être qu'après l'affaire de Kaboul cet été, les Américains n'ont pas donné la preuve de leur capacité. Donc ils essaient de tester l'Europe, les États-Unis, l'OTAN, dans la mesure où leur grande inquiétude serait qu'un jour l'Ukraine devienne membre de l'OTAN et peut-être aussi d'ailleurs la Géorgie. Donc ils montrent leurs dents et ils exercent leur pression. Alors effectivement, comme l'a dit M. Blinken, la parole devrait être donnée à la diplomatie, puisqu'il y a un processus diplomatique qui est engagé depuis 2015, ce qu'on appelle les accords de Minsk, coparrainés par la France et par l'Allemagne. La difficulté, c'est qu'en fait, les parties ne sont pas vraiment d'accord sur les conditions de mise en œuvre de cet accord de Minsk. Pour les Occidentaux et pour l'Ukraine, il faut d'abord que se retirent les troupes étrangères et les armes lourdes de la région du Donbass, donc l'extrême est de l'Ukraine. Donc sur le territoire ukrainien. Et qu'ensuite, on organise des élections sous contrôle international, par exemple de l'OSCE, avec des observateurs, et qu'enfin, ces autorités locales puissent bénéficier d'une sorte d'autonomie, dans le cadre de l'Ukraine.
Ça, c'est le plan de Minsk vu par les Occidentaux. Et du côté russe, il semble qu'on pense plutôt qu'il faudrait certes une autonomie, mais que ce soit les sécessionnistes d'aujourd'hui qui occupent le terrain, qui soient les gouvernants de cette autonomie. Et ça, évidemment, ce n'est pas acceptable pour l'Ukraine, qui serait ainsi dépecée en quelque sorte. Je rebondis sur ce que vous disiez sur les élections dans le Donbass. Pourquoi elles n'ont jamais eu lieu ? Eh bien, parce qu'on ne peut pas avoir des élections quand vous avez une situation de quasi-guerre. On ne peut pas avoir des élections en présence de militaires, d'armes lourdes. Il y a quand même eu des milliers de morts depuis ces événements du Donbass de 2014, juste après l'annexion par la Crimée. Donc l'idée, c'est on fait un cessez-le-feu. D'ailleurs, des cessez-le-feu, il y en a au moins eu 5 ou 6 qui n'ont pas été respectés. Cessez-le-feu, retrait des forces, élection et autonomie, dans le cas d'ailleurs d'une réforme de la constitution de l'Ukraine. Voilà le plan diplomatique, et c'est celui-là qu'il faut mettre en œuvre. Donc si je vous suis, donc la Russie veut mettre la pression sur les Occidentaux, sur les Ukrainiens. Est-ce qu'ils iront jusqu'à une invasion de l'Ukraine comme le craint Kiev ? Eh bien, on espère que, évidemment, non, parce que sinon, c'est la fin. Quel est leur intérêt je ne pense pas que ce soit leur intérêt, parce que en Ukraine, vous avez quand même tout l'ouest de l'Ukraine qui n'est pas très russophile et qui est très attaché à la coopération avec l'Union européenne. Vous savez, on a un accord d'association avec l'Union européenne. Donc, je pense que ce serait une très grave erreur de la Russie. Je pense que le président Poutine en est conscient. Ce qu'il veut, c'est exercer des pressions sur la partie Est, qui est vraiment russophone. Il y a énormément de liens familiaux, sociaux, etc. avec la Russie. Mais l'idée que la Russie puisse annexer l'ensemble de l'Ukraine militairement, comme elle l'a fait avec l'Ukraine, ça, franchement, ça paraît tout à fait irréaliste. Et les Américains non plus n'iront pas à la confrontation, eux qui ont les yeux rivés sur la Chine. Les Américains veulent aussi rassurer les Européens. Il y a eu ces événements avec les migrants là, au Bélarus il y a quelques jours. Il y a la semaine dernière et les semaines précédentes, il y a eu cette réunion de l'OTAN il y a 3 jours. Mais en même temps, vous avez bien compris que l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN. Ah oui. Et elle est associée, elle a un partenariat avec l'OTAN. Donc on peut faire de la coopération. Nous, les Européens, on coopère plutôt civilement avec l'Ukraine. Les États-Unis coopèrent militairement avec l'Ukraine. Et on marque notre soutien aux Ukrainiens, avec l'espoir qu'effectivement on n'en vienne pas à des tensions encore plus fortes et plus vives, sur le plan militaire. Puisqu'on le voit derrière vous, hier il y a eu une réunion à Riga, je crois. Voilà, Riga. Les Ukrainiens ont appelé l'OTAN à l'aide, et l'OTAN n'est pas opposée à muscler sa présence sur le flanc Est. Ça, c'est l'obsession de Poutine, c'est la ligne rouge ? Il ne veut surtout pas que l'Ukraine fasse partie de l'OTAN. Et d'ailleurs, ce n'est pas le plan, en tout cas pas de la France, ni de l'Allemagne d'ailleurs. Puisque dans les années 2000, le président Bush voulait que l'Ukraine et la Géorgie soient intégrées dans l'OTAN. Et c'est la France et l'Allemagne qui, à cette époque-là, se sont opposés. Ce n'est pas la peine non plus de provoquer le voisin russe. On a besoin de coopérer avec le voisin russe. Il ne faut pas le provoquer. Donc on connaît cette ligne rouge, mais ça ne veut pas dire pour autant que ça signifie que la Russie puisse envahir l'Est de l'Ukraine. Évidemment non. En tout cas, les tensions se poursuivent. On est encore dans l'heure de la diplomatie. Moscou, à l'instant, espère un contact entre Poutine et Biden dans les prochains jours. C'est pourquoi mieux se hisser à la hauteur des Américains ? C'est un peu ce qui s'est passé au printemps dernier. Il y avait déjà eu des mouvements de troupes au printemps. Et finalement, le président Poutine a obtenu ce qu'il voulait, semble-t-il. C'était un sommet avec Joe Biden à Genève début du mois de juillet, pour relancer un peu la coopération. C'était leur première rencontre. Donc visiblement, pour la Russie d'aujourd'hui, on veut retrouver un peu le standing qu'avait l'URSS, finalement, à l'époque de la guerre froide et de la bipolarité du monde. Et alors que dans les années 90, début des années 2000, l'URSS s'est effondrée et la Russie de Yeltsin était très faible. Et donc aujourd'hui, les Russes veulent être pris au sérieux, d'où leur politique en Syrie, en Libye, et évidemment l'annexion de la Crimée, et puis ce qui se passe au Donbass. On en oubliait presque le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, qui lui aussi veut parler directement avec Vladimir Poutine. C'est ce qui est normal, et on ne peut que l'encourager. On le soutient.
Mais encore faut-il que de l'autre côté, on accepte de lui parler. C'est toute la question. Merci beaucoup Yves Doutrio de nous avoir répondu, professeur de géopolitique à Paris Dauphine et ancien ambassadeur à l'OSCE, entre autres. Merci beaucoup. Autre dossier brûlant, l'Iran et son nucléaire. L'Agence internationale de l'énergie atomique sort un rapport. Le texte risque fort de fragiliser les négociations qui ont repris lundi, car selon l'AIEA, les Iraniens ont commencé à produire de l'uranium enrichi dans la centrale souterraine de Fordo, ce qui est formellement interdit par l'accord conclu en 2015. Malgré tout, le directeur général de l'AIEA estime qu'une nouvelle entente est possible. Il est l'invité de France 24. Écoutez. Je pense que c'est une question de volonté politique, finalement. L'accord est possible si la volonté politique est là. L'avantage, c'est qu'il ne recommence pas à partir de rien ou de zéro. Il y a eu auparavant 6 rondes des négociations, c'est la 7e étape. Mais c'est avec une nouvelle administration iranienne. C'est une nouvelle administration iranienne, c'est vrai, donc ça changera un peu, peut-être. Mais bon, un travail de base a été fait, donc ils ont de la matière sur laquelle ils construisent.